Good Morning Business, le grand entretien. Et notre invité ce matin, c'est Alexandre Viros, le président France du groupe Adecco. Bonjour Alexandre Viros. Bonjour. C'est un peu l'un de nos baromètres à Good Morning Business pour connaître l'état de l'économie. On va évidemment parler du marché de l'emploi. Peut-être, comme on pose la question à tout le monde ce matin, est-ce que vous êtes dans le camp Le Maire ou dans le camp Macron? Difficile question. Est-ce que vous êtes plutôt optimiste sur l'économie ou plutôt pessimiste? Moi, je fais plutôt partie des optimistes sur le front de l'économie. Je pense que, de notre point de vue, on voit qu'il y a encore beaucoup de demandes d'emploi. Nous, on a un peu un problème inverse, c'est-à-dire comment est-ce qu'on trouve suffisamment de candidats. Mais il y a vraiment une bonne chose qu'on n'a pas vue depuis très longtemps dans notre pays. C'est une telle demande d'emploi. Donc, je pense qu'il y a des raisons d'espérer. Évidemment, être optimiste, ça ne veut pas dire être dans l'illusion. Il y a beaucoup de sujets qui restent problématiques. Il y a une macroéconomie qui est incertaine sur le plan global. Il y a le sujet de l'Ukraine. Il y a les tensions sur l'énergie. Donc, il faut qu'on soit vigilant. Mais je pense qu'on peut et on devrait d'ailleurs rester optimiste à condition d'être clair sur le fait qu'il faut être agile, qu'il faut être dans l'action, qu'il faut être un peu manœuvrant, comme on dit, c'est-à-dire avoir un peu de jeu de jambes. Par exemple, nous, on voit bien qu'il y a des secteurs qui, d'un coup, arrêtent d'embaucher, d'autres qui embauchent très vite. Donc c'est un peu cette dynamique-là, mais fondamentalement, on reste optimiste. Mais les patrons d'entreprise avec lesquels vous discutez pour avoir des offres d'emploi, ils se disent, puisque je dois être agile, est-ce que je réduis mes contrats d'intérimaires? Est-ce que j'arrête complètement? Ou est-ce qu'au contraire, je passe complètement à plus d'intérim? Alors, deux choses. D'abord, les patrons avec lesquels on travaille, puisqu'on s'est beaucoup vu récemment, ont mis en haut de leur liste des priorités le recrutement. Il y en a vraiment un sur deux qui me disent, écoute, c'est mon premier problème, donc aide-moi. Donc à partir du moment où ils demandent de nous aider, qu'on les aide, on reste actif. Donc ils n'ont pas arrêté. Certains ont des stratégies de ressources humaines. On ne fait pas que de l'intérim dans le groupe Adecco. On fait beaucoup d'intérim parce qu'on continue de mettre 600 000 personnes à l'emploi via l'intérim. Donc quelque part, on est le premier employeur privé en France, mais on fait beaucoup d'autres choses. Ils n'ont pas arrêté parce qu'ils ont besoin de force de travail pour continuer de nourrir l'économie. On parlait d'optimisme. On a une saison touristique qui est quand même absolument exceptionnelle en France. Alors on peut l'expliquer par plein de raisons. Il y a quelques mois, j'étais sollicité sur ce sujet-là en disant aide-nous à trouver des talents pour ce secteur puisqu'on ne trouve plus personne. Donc tout le monde était inquiet de se dire on n'aura pas de café, on n'aura pas de verre, il n'y aura pas de personnel dans les hôtels. Puis à la fin, on finit par y arriver. Mais il faut être original, il faut travailler avec des nouveaux codes, il faut être attractif, il faut penser différemment. Alors on va parler de ces nouveaux codes, d'attractivité des différents secteurs. Ouais. Mais Alexandre Viros, comment vous expliquez quand même effectivement que la conjoncture se dégrade, les épées de Damoclès se multiplient au-dessus de nos têtes, et pourtant il a raison Bruno Le Maire, on a l'impression que ça continue quand même à tenir. Et comment vous expliquez qu'on ait autant de difficultés à recruter? Est-ce qu'il y a eu une phénomène de, peut-être pas de grandes démissions, mais de petites démissions? Est-ce que vous avez vu des gens sortir du marché du travail? Deux choses. D'abord, peut-être que sur la situation de la France, puisque mon groupe est un groupe international et on peut le comparer avec d'autres pays. Ce qu'il y a en France que je trouve intéressant, c'est qu'on a un niveau d'inflation qui reste quand même relativement contenu si on le compare à d'autres pays. Alors je ne suis pas là pour attribuer des bons ou mauvais points, mais ça veut dire qu'il y a certains éléments de l'action publique qui ont porté leurs fruits si je compare à des pays voisins. Donc ça veut dire que la situation de la France, elle est quand même plus saine aujourd'hui que dans d'autres pays. Donc ça donne un motif d'espérer. C'est intéressant parce que c'était le cas de l'Allemagne pendant très longtemps. Absolument. Et inflation plus faible que nous. Absolument. C'est un signe de solidité. Absolument. Et là, c'est comme, je ne dis pas que les choses s'inversent, mais c'est-à-dire qu'il y a une forme de rattrapage. Donc ça, c'est le premier point sur la dimension, je dirais, un peu macroéconomique. On n'a pas abandonné, on n'a pas sacrifié l'objectif de faire de la croissance. On va continuer de faire de la croissance parce qu'on a une inflation qui se tient. En France, je rajouterais cette spécificité, on n'est pas tout à fait au plein emploi. C'est formidable d'être arrivé à 7,5% de taux de chômage. C'est beaucoup plus bas que ça n'a été, mais enfin, on n'est pas aux 5%, 4%, 3% de certains de nos voisins. Donc ça veut dire qu'il y a encore du travail à faire. Et là, il y a votre question. Votre question, c'est de dire, OK, il y a beaucoup d'offres d'emploi, et puis il y a encore 6 millions de personnes qui sont inscrites à Pôle emploi, à peu près. Donc comment est-ce qu'on explique ce paradoxe? Là, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a eu un appel d'air. Nous, on a un outil qui analyse 100% des offres d'emploi. 2021, il y avait 10 millions d'offres d'emploi qui avaient été publiées sur la totalité de la France, pas simplement Adecco. 2019, 8 millions.
Donc, pour prendre des années comparables. Vous voyez, ça a explosé. Rien qu'à mi-2022, on était déjà à 9 millions d'offres publiées. Donc vous voyez, ça explose parce qu'il y en a un peu partout. Donc premièrement, il faut arriver à suivre. Deuxièmement, il y a la question géographique, parce qu'il y a des endroits, moi je crois beaucoup à une approche granulaire, plus territoriale en France, il y a des endroits en France où le taux de chômage est déjà tombé à 3 ou 4%. J'étais avec un de nos clients, c'est un client partenaire, qui me disait je suis dans la logistique, je suis à 3% de taux de chômage dans cette zone, je n'arrive plus à recruter. En Vendée, par exemple. La Vendée, évidemment, mais il y a beaucoup d'endroits comme ça. Et puis il y a des endroits où ça reste à 12 ou 13%. Et vous ne pouvez pas organiser cette mobilité géographique. Et troisième point, et vous savez, moi j'insiste beaucoup là-dessus, je pense que c'est la question de la formation, du renouvellement des compétences. Là, il ne faut absolument pas fermer le robinet de l'apprentissage et de la formation. Vous avez des craintes là, sur le budget qui baisse pour les organismes de formation ? Comme je suis optimiste, je n'ai pas encore de crainte, mais ça ne m'empêche pas d'être lucide et quand même toujours un peu inquiet, qui est un signe de lucidité. Donc ça veut dire que sur ce plan-là, je ne suis peut-être pas aussi optimiste que sur le reste, mais je pense que ce serait une erreur majeure d'arrêter ça, parce qu'il y a un rendement social, économique de l'apprentissage et de la formation. Ça suppose aussi que les chefs d'entreprise le comprennent que former, c'est pas un coût, c'est pas que un coût, c'est un investissement. Moi, vous savez, j'ai dirigé des entreprises de technologie. C'était plus simple sur un plan financier de faire de l'investissement technologique que de faire de l'investissement humain. Et c'est tout ça qu'il faut changer dans un monde en plus où vous allez avoir des compétences qui sont obsolètes tous les 2 ou 3 ans, y compris chez les ouvriers. Sauf que le gouvernement, il dit OK sur la formation, OK, il y a des problèmes géographiques, mais il dit surtout il y a un problème d'incitation à retourner au travail. Il faut revoir le système entier d'assurance chômage pour baisser les indemnisations en temps et peut-être en montant. Tout ce qui va conduire au plein emploi, encore une fois, dans un monde où il y a encore beaucoup de gens qui sont inscrits au chômage, c'est une bonne chose. Il faut activer ça. Deuxièmement, je pense qu'il faut, comme vous le dites, ou comme le pense le gouvernement, il faut que ce soit quand même plus incitatif de travailler que de ne pas travailler. Mais vous y croyez, ça fait partie de votre réflexion à vous, ce que nous dit le gouvernement, ce que nous dit le MEDEF, sur le fait que si les gens sont au chômage parce qu'ils considèrent que c'est confortable, c'est vrai ? Non, je veux juste compléter. Je pense qu'il y a une partie des gens qu'on ne devrait pas pointer du doigt, mais s'il y a des abus, ils doivent être corrigés. Je pense que si vous regardez les personnes au chômage, il y a une partie très importante des personnes au chômage, je crois que c'est plus de 45%, qui sont en chômage de longue ou très longue durée. Donc là, c'est très difficile de faire de la remise à l'emploi. Nous, on a une activité qu'on appelle intérim d'insertion. On est leader là-dessus et ça n'arrête pas de croître en disant il faut donner en fait des emplois. Je ne vais pas dire emploi tremplin parce que ça a déjà été utilisé, mais il faut un tremplin vers l'emploi. Donc, mais il faut être mesuré, si vous voulez. Il faut, je veux dire, c'est pas tout blanc, pas tout noir. Il y a une partie qui doit être de l'incitation. Il y a aussi une partie d'accompagnement, de formation. Moi, je reviens à ça, accompagnement et formation. C'est très important. Donc, qu'il y ait une réforme qui soit plus incitative, qu'on crée un petit peu plus de fluidité dans le recrutement en France, c'est très bien, parce qu'il ne faut pas que recruter quelqu'un soit la décision la plus traumatisante d'un patron d'entreprise. Mais j'insiste là-dessus parce que quand je dis formation, je vois bien mot valise, ça fait 20 ans qu'on nous en parle, il ne se passe rien, etc. Ok, mais c'est pas parce qu'il s'est rien passé qu'il doit pas se passer quelque chose. Quand on regarde chez nos voisins, ils font un travail, nos voisins européens, ils font un travail extraordinaire parce que c'est intégré comme une seconde nature. Et vous, nous, moi, et encore une fois, les personnes dans les ateliers, dans les usines, on va devoir tous se former en permanence parce qu'une compétence, là où dans les années 80, elle était obsolète au bout de 20 ou 30 ans, aujourd'hui, elle est obsolète au bout de 2 ou 3 ans. Même un cariste, si vous voulez, un cariste, c'était plus de force physique, conduite d'engin, maintenant une tablette, et demain, peut-être qu'il devra, ou elle devra, travailler sur une ligne de code pour optimiser le pilotage de son engin. Et ça, si on ne le comprend pas, ça veut dire qu'on va être en permanence dans une espèce de curatif, de vision curative de la question de l'emploi. Se former aujourd'hui, à peu près tout le monde est d'accord sur le constat, sauf que ce qu'on voit se développer dans les entreprises, on a encore eu un exemple ce matin dans les panneaux solaires, c'est que chaque entreprise fait sa propre formation et dit je ne trouve pas les gens sur le marché, donc moi je fais tout de A à Z, je prends des gens qui ne savent absolument pas ce qu'est le métier et je les forme, je les crée pour ma propre entreprise. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de ce mouvement-là où plus personne n'a une formation commune, mais en fait chacun correspond à une entreprise?
Je pense que sur la formation professionnelle, on peut faire, il y a plusieurs formats, hein. Nous, on fait des centres de formation des apprentis, des CFA inter-entreprises parce qu'ils ont des problèmes collectifs. Donc ça, on arrive à agir là-dessus. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait quand même une collectivité de compétences. Pourquoi ? Parce que un travailleur qui aura été formé qu'à la spécificité d'une entreprise, il va avoir un problème demain à passer dans une autre entreprise. Donc ça veut dire que les chefs d'entreprise doivent aussi changer d'état d'esprit en se disant la personne qui travaille pour moi ne m'appartient pas, même s'il faut qu'il y ait un rendement pour l'entreprise de la formation. Je pense toutefois que c'est quand même une bonne chose que les entreprises enfin se saisissent de ce sujet-là en se disant, moi je me souviens il y a quelques années, il y a 5-10 ans, former c'était le truc en plus, c'était le truc qu'on faisait à côté, c'était pas suffisamment professionnalisé. Aujourd'hui on voit bien que c'est fondamental. Hier alors c'était plus technologique, mais j'étais avec des gens qui disaient ok, nous ce qu'on vous aidez-nous à sourcer, c'est-à-dire aller chercher des gens qui n'ont jamais travaillé dans la technologie, vous voyez, on fait aussi de la technologie, des gens qui sont très loin, qui n'ont peut-être même pas le bagage, mais finalement, en fait, on n'a pas besoin d'avoir que des ingénieurs. Aidez-nous à les trouver, aidez-nous à créer chez ces personnes-là, à repérer des soft skills, comme on dit, qui fait qu'ils vont pouvoir y arriver parce qu'il y a des capacités de conceptualisation. Et l'étape d'après, c'est nous, entreprises, donc c'était notre client qui disait, on va créer de l'expertise, vous voyez. Donc on doit travailler beaucoup plus en écosystème, les uns avec les autres. Ça explique d'ailleurs sans doute le succès des offres en alternance, parce que l'alternance permet justement à la fois d'insérer sur le marché de l'emploi et de former. J'ai vu que chez vous, ça avait bondi de 111% les offres en alternance. Oui, parce que on y croit beaucoup, on croit à l'alternance, on croit aussi à l'alternance, l'apprentissage, tout ce qui va créer des passerelles entre le monde, je dirais, éducatif ou universitaire et l'entreprise, parce que c'est une excellente porte d'entrée. Et encore une fois, vous allez dire que c'est une obsession, mais si je vois ce qui se passe aux Pays-Bas, où je crois que 85% ou 80% des étudiants sont passés par l'entreprise avant d'aller dans le grand bain de l'entreprise, ça change tout, parce que si vous voulez, cette partie préliminaire de la formation, elle a eu lieu tant qu'ils sont jeunes. On était avec le président de la Confédération des juniors entreprises tout à l'heure à 7h20, et c'est vrai, c'est une porte d'entrée dans l'entrepreneuriat et dans le travail salarié ou indépendant au sein de l'école et des universités notamment. Oui, absolument, parce que ça permet... C'est une soft skill quand on passe par une junior sur le CV ? Moi, j'aime bien la question des soft skills, parce que je pense que ça permet un peu de casser notre obsession du diplôme, de la société du CV, de la société de ce que j'ai fait pour dire ce que je ferai demain, quoi. Et donc ça, j'aime bien cette idée d'avoir des compétences douces ou des comportements en disant ce qui est quand même plus intéressant, c'est qui vous êtes, qui je suis, plutôt que simplement ce que j'ai fait à tel ou tel moment ou tel diplôme que j'ai passé, parce que ça dit rien de qui je suis. Et encore une fois, dans un monde qui va changer tous les 2-3 ans, parce que c'est comme ça que ça va se passer, il faut qu'on soit solide sur nos soft skills, qui sont pas simplement quelque chose de flou ou de fumeux, c'est des choses qu'on arrive à repérer. Nous, on a des outils d'intelligence artificielle, d'ailleurs, qui permettent de segmenter les soft skills de manière très précise et qui aident d'ailleurs des candidats, des talents, des travailleurs à savoir un peu qui ils sont. Et ça, c'est fondamental si on veut se projeter dans le monde du travail à plusieurs années. Justement, notre junior entrepreneur nous disait il n'y a pas de projet sans sens. Il faut aller absolument qu'il y ait un sens dans la construction des projets entrepreneuriaux. Il y a les nouvelles demandes de toute cette nouvelle génération. Il y a des demandes sur la mobilité, sur l'écologie, sur la RSE des entreprises. Ça bouge clairement. Vous lancez en interne une offre sur la mobilité. Oui, alors nous on a plusieurs choses. Enfin, on a lancé toute une file. Si c'est à ça que vous faites référence, on a toute une filière hydrogène, métier du green, énergie verte qu'on a lancée parce qu'on pense que évidemment il y a une opportunité, mais on voit aussi à quel point ça rajoute une dimension, comme vous le dites, de sens qui est fondamentale, parce que je pense que la dimension purement transactionnelle dans le monde du travail, elle fonctionnera de moins en moins. Elle est importante parce qu'il faut que le travail rémunère, mais je pense que là aussi on voit bien qu'il y a une tendance fondamentale. Nous-mêmes, quand on a nos propres sujets de recrutement, on voit aussi que pour attirer des talents, il y a vraiment deux jambes. Alors nous, on est une entreprise très sociale avec je dirais une dimension. Enfin, la dimension mise à l'emploi, elle est fondamentale chez les salariés du groupe Adecco. C'est-à-dire ça, on y croit très très fort parce qu'on considère que ça fait partie de notre mission sociale, et on a aussi des actions très fortes sur l'environnement, le vert. Nous, on pense qu'il faut sortir de la logique de compensation de carbone. Et alors, vous parlez justement du forfait mobilité durable. Ah oui, c'était là que je voulais en venir. C'était sympa, excusez-moi. Oui, ça, on l'a lancé parce que, pareil, vous savez, il y a beaucoup d'équipes commerciales, vous avez raison, et donc nous, on a notre logique générale, donc effectivement, c'est arrêter de compenser, réduire, d'où forfait de mobilité durable, d'où incitation. Donc là, on
on change les habitudes à beaucoup plus prendre le train que l'avion, changement du parc automobile, beaucoup d'actions qu'on a lancées dès 2015 pour réduire notre empreinte carbone de 50% d'ici 2030, qui est un objectif ambitieux. Merci beaucoup Alexandre Duros, président France du groupe Adecco, d'avoir été l'invité de Good Morning Business ce matin.